Les importantes ressources dont ont besoin les forts favorisent l'implantation de colonies civiles dans leur proximité immédiate. Ces petites villes, appelées vicus, prospèrent grâce au pouvoir d'achat que représentent les légionnaires. C'est une jolie petite pièce dans le sac ici. C'est en fait de la petite monnaie. Elle ne vaut pas beaucoup d'argent. C'est la plus petite unité de valeur. C'est une pièce de Démitien, un empereur des années 80 à 98. Cette petite pièce, qui paraît sans valeur, permettait à l'époque d'acheter 25 litres de bière à Vindolanda. Donc, vous imaginez qu'un soldat romain ou un civil pouvait verser une larme s'il perdait cette pièce. La seconde pièce que j'ai dans le sachet ici est très différente. Facile à égarer, beaucoup plus précieuse pour les Romains qui la perdaient. Cette petite pièce-là, c'est la monnaie principale. C'est l'euro ou la livre qu'ils utilisaient à Vindolanda. Elle est incroyablement précieuse. Vous pouvez acheter un cheval pour 2,5 de ces petites pièces. Le légionnaire reçoit entre 160 et 180 pièces comme celle-là par an pour sa paye. À partir de l'empereur Auguste, en -20 avant Jésus-Christ, par souci d'améliorer son efficacité au combat, l'armée romaine devient une armée de métier. Elle compte alors plus de 300 000 hommes. Aulus Manilius Libo, Aurifilius Quinti Nepos, Latina. Pour l'Empire, l'armée coûte extrêmement cher. Il est difficile d'apprécier la part de l'armée dans un budget qui n'existe pas comme on l'entend aujourd'hui, mais on est certain que c'est le poste qui coûte le plus cher à l'État romain, qui y consacre certainement plus de la moitié de ses ressources, notamment l'impôt. L'impôt est en grande partie destiné à l'entretien de l'armée, qui est l'outil de la puissance de Rome. Gaius Marcius Salmoius. La solde du légionnaire est de 1200 sesterces par an, l'équivalent de 900 €. L'équipement et les vivres fournis par l'armée sont retenus sur son salaire. Avec le reste qui lui est versé en liquide, il peut s'habiller, acheter de l'alimentation ou de l'équipement supplémentaire. Titus Curius Linus. Du fait de la capacité économique des soldats romains, il est clair que les garnisons deviennent rapidement des points de concentration économique importants. Et les soldats ne vont pas se priver, bien entendu, de sortir du camp pour avoir une vie en dehors de l'unité et donc acquérir ce dont ils ont besoin. Je suis dans la rue du IIIe siècle, à l'extérieur du fort de Vindolanda. C'est la rue principale, le quartier commerçant. Et de chaque côté de la rue, il y a de longs bâtiments. C'est le cœur social de Vindolanda. Et juste en face de nous, se trouve un grand bâtiment qu'on a identifié comme étant la taverne. C'était un point central, le lieu de socialisation du site. À la taverne, le légionnaire boit de la bière, du vin, il y mange, joue son argent au dé et côtoie les populations locales. Les thermes sont un autre lieu très apprécié des légionnaires. On voit encore les piliers du système de circulation de l'air chaud qui mettaient les sols et les bains à la température souhaitée.
En dehors des lieux de détente et de socialisation, les colonies civiles fournissent aux légionnaires les objets de son quotidien. De nombreux marchands et artisans ont leurs échoppes dans la rue principale du Vicus de Vindolanda. Si la taverne est le point de rencontre entre camarades, le quartier commerçant permet à chacun de faire ses achats personnels. Des produits d'hygiène, des onguents, des parfums ou des substances médicinales, mais aussi des étoffes, des ustensiles et bien entendu des produits alimentaires. C'est une belle mâchoire, probablement de mouton ou de chèvre. C'est une assez grosse orbite, à coup sûr un cheval plutôt qu'une vache, ce qui est intéressant. Ça a vraiment été brisé, n'est-ce pas? Sévèrement fracassé. Ça veut dire que c'était une bête de boucherie. Qu'avez-vous d'autre là en bas? Une omoplate? Super. Une raquette de ping-pong romaine. Ça, par contre, c'est une vache. Il y a une encoche là, où ils ont perforé l'omoplate pour suspendre la viande et pour pouvoir la fumer. On a donc une épaule de bœuf fumée avec de la cervelle de cheval. C'est charmant. Eh bien voilà. Ça, c'est un repas savoureux. Le nombre élevé d'ossements d'animaux trouvés dans le fort de Vindolanda prouve que le légionnaire n'a pas mangé que du pain et des céréales. Toutes ces carcasses d'animaux nous rappellent l'importance de la viande, des protéines pour les soldats. Mais de quoi était composé précisément le régime des légionnaires? Comment ces aliments étaient-ils conservés et cuisinés dans les camps? Les fouilles de la garnison de Lugdunum sont riches d'enseignements sur les pratiques alimentaires du légionnaire romain. Cette batterie de cuisine, elle est intéressante parce qu'elle nous montre que dans cette pièce, ou en tout cas dans ce bâtiment, on a préparé des repas à un moment donné. Et si l'interprétation d'un logement de légionnaire se confirme pour cet édifice, eh bien, ça nous permet d'éclairer en fait un élément de la vie quotidienne des légionnaires. Les légionnaires faisaient eux-mêmes leur nourriture et dans chacun des contuberniums, donc dans chacune des chambrées, on avait des lits superposés, ils étaient 6 ou 8 et ils avaient un foyer installé à l'intérieur de la chambrée qui leur permettait de préparer leur repas simplement. Donc ils cuisinaient tous ensemble, le matin, le soir. L'œil averti des céramologues sait faire parler le moindre tesson de poterie exhumé du sol lyonnais. Là, c'est un petit plat à cuire, donc il est sale, il sort du terrain, donc il est difficile à interpréter. Et voilà, on a un fond plat, on a ici l'arrachement d'un petit pied. Donc c'est un plat qui était sur pied, qu'on va trouver en cuisine, qu'on va utiliser pour cuire les éléments, qu'on va poser sur la braise. Hein. On voit qu'il est vraiment noirci, donc il a servi. Selon les formes, les tailles, les matériaux utilisés, les céramiques et poteries avaient des usages de transport, de stockage, de cuisson ou de service.
les objets les plus emblématiques, c'est sans doute les amphores qui permettaient d'acheminer des denrées. Donc c'est intéressant déjà pour connaître les relations qu'un site entretient avec le reste du monde romain, mais aussi pour connaître la consommation des produits. Donc là, par exemple, je viens de laver une anse d'amphore vinaire, amphore à vin d'Espagne du Nord. C'est la pâte, la couleur, l'aspect qui me permet de savoir que c'est une amphore vinaire. Les milliers de fragments, bien souvent éparpillés, offrent aux céramologues un gigantesque puzzle archéologique. J'ai lavé ce tesson en premier, et là, je me suis demandé ce que c'était. C'est pas un pot à cuire, c'est peut-être un pichet à une anse, mais je me suis demandé si par hasard ce serait pas une bouilloire, qui sont des objets dont le bec a été pincé par le potier. Et en fait, ensuite, j'ai trouvé 2 tessons qui collent et qui confirment que oui, c'est bien une bouilloire, puisqu'on en a une partie ici. Et puis après, j'ai lavé ce 3e tesson ici. Donc les bouilloires, c'est intéressant parce que ce sont des objets qui montrent qu'on connaissait les vertus d'une eau bouillie, notamment pour la consommation. C'est aussi l'information qu'on pouvait parfois consommer de l'eau chaude pour couper le vin, par exemple, ça on le sait grâce au texte. Et on a identifié ces objets comme des bouilloires grâce aux dépôts de calcaire interne. Comme on est dans une région où l'eau charrie du calcaire, on a des dépôts calcaires à l'intérieur de ces objets. À l'issue des campagnes de fouilles, Benjamin Clément et l'équipe scientifique font le bilan des découvertes. Les déchets alimentaires et les céramiques trouvés sur le site donnent des premiers éléments sur les repas qui étaient préparés. Les archéologues analysent avec minutie toutes les caractéristiques du mobilier de cuisine. On a énormément de mortier quand même sur ce chantier, comme si on avait eu besoin là, de vraiment faire beaucoup de préparation culinaire, quoi. Ok. Et comme quoi, par exemple? Écoute, pour faire notamment toutes les saucisses. D'accord. Tu vois, pour triturer les différents types d'abats. Donc tu vas mélanger, on nous dit de mélanger des abats, des herbes, des aromates. Elle est sympa cette marmite, elle est bien conservée. Ouais. Qu'est-ce qu'on cuit dans ces marmites alors? Alors c'est probablement des préparations en sauce. Donc imagine de la viande coupée en petits morceaux dans une sauce qui a été préalablement élaborée dans le mortier. D'accord. Qui est faite d'un mélange en général d'huile, de vin, avec des aromates. D'accord. Et donc elle a été déposée directement sur les braises et on faisait la cuisson du plat de cette manière-là. Oui, oui. On a pas mal de consommation alimentaire en fait. On voit bien tout ce qui existe à Lyon de manière classique. La triade domestique, bœuf, mouton, cochon qui est bien présente. Mais la particularité ici, c'est qu'on a des animaux assez jeunes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça montre quand même une consommation un peu luxueuse. Oui. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a beaucoup de traces de découpe, de boucherie en fait, sur ces aliments. On voit bien ici les traces de couteaux qui ont été marquées. Donc pour la découpe de viande, on a également ici des traces de section, donc peut-être avec une feuille de boucher. Donc qui montre quand même qu'on a aussi une pratique importante de découpe et de préparation. Et puis voilà, après, cette représentation là, des volatiles et surtout des poules et des poulets. Des gallinacés, ça rappelle la légende des poulets sacrés que les légionnaires trimballaient avec eux et dont si le poulet se nourrissait, en tout cas mangeait le grain avant la bataille, c'est que c'était bon signe, les dieux étaient avec les légionnaires. S'ils ne mangeaient pas, les légionnaires retournaient dans leur tente et refusaient de combattre. Donc on a peut-être aussi les restes de ces petits poulets sacrés qui étaient vénérés par les légionnaires. On a beaucoup de coquillages et d'huîtres en fait sur ce site, c'est vraiment impressionnant. Ils aimaient bien consommer ce type d'aliments et on en retrouve souvent sur les camps, en quantité importante. Donc ici, on aurait quelque chose qui viendrait aussi marquer l'aspect, en tout cas l'occupation par des légionnaires de notre complexe.
La surface poreuse des poteries et céramiques, utilisée pour la cuisine par les légionnaires, offre aux archéologues un autre champ d'investigation. Des restes alimentaires peuvent être encore incrustés dans leurs parois, même 2000 ans plus tard. Bah nickel, il est presque complet cet objet. Donc ce pot à conserve. Après, il faut l'avoir au lavage s'il y a des descriptions peintes qui mentionnent le nom du produit transporté. De toute manière, on va le faire analyser pour donner des indices sur le produit transporté. Donc en fait, c'est pour le protéger des pollutions, notamment du plastique. Le plastique pollue les céramiques et pour les analyses, c'est pas bon. À Vic-le-Comte, petit village du Massif central, Nicolas Garnier reçoit de nombreuses poteries et céramiques trouvées sur les sites de fouilles. Son laboratoire d'archéologie biomoléculaire est devenu une référence pour l'analyse des restes organiques piégés dans les vaisselles antiques. Donc là, le vase est arrivé avec le sédiment pour pouvoir prélever le fond sur la paroi interne. Je dois sortir tout le sédiment que je récupère sur une feuille de papier aluminium au cas où il y ait d'autres analyses qui soient prévues, comme des analyses de pollen, de graines par exemple. Du coup, les archéologues, pour ne pas introduire de pollution, pour faire le prélèvement correctement, ils me laissent vider les vases. Ah! Il y a des petites choses noires. Donc ça, on met à part. Si jamais c'est des résidus végétaux brûlés, qu'ils puissent les identifier. Alors dans les céramiques romaines, on retrouve quasi systématiquement de la poix de conifères. Et en fait, cette poix, elle était appliquée à l'intérieur des parois pour imperméabiliser. On peut trouver aussi de la cire d'abeille ou un mélange cire d'abeille-soufre. Et puis, maintenant qu'on sait l'extraire et le détecter, on a le raisin et le vin. Et puis parfois, on tombe sur des matériaux un peu originaux. Donc très rarement, oui, en effet, j'ai pu tomber sur du cannabis mélangé à du vin, donc donné en boisson rituelle ou en accompagnement du mort dans des tombes. Nicolas dissout la poudre dans un solvant pour capturer les molécules à analyser, puis il filtre l'échantillon pour ne garder qu'un concentré. Ce concentré liquide est ensuite injecté dans un spectrographe de masse, un appareil qui identifie la signature chimique des éléments. On zoome sur les premiers pics. Et par exemple, ce pic-là, à 15 minutes 91, on peut dire que c'est de l'acide benzoïque. Donc cet acide benzoïque se retrouve notamment dans de nombreuses plantes aromatiques. Là, on a un petit phénol, donc probablement des fruits, qui est ici le pic de l'acide tartrique, très intense. Et une telle intensité, ça correspond en fait à du raisin. Ce petit pot contenait sans doute une de ces boissons aromatisées à base de vin que les légionnaires aimaient consommer. Elle agrémentait leurs pauses ou accompagnait leurs repas.
Quand on n'est pas au combat, souvent on travaille dur, on a des tâches assez difficiles. Donc là aussi, le moment du repas, c'est un moment essentiel. Il faut bien sûr que le soldat ait sa ration pour travailler. On est vraiment dans un repas qui a à la fois une fonction sociale de regroupement, mais aussi il faut remplir les estomacs et que les légionnaires puissent se retourner à leurs tâches avec les calories nécessaires pour être efficaces.